んにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 31 octobre dernier, le soir des fêtes d'Halloween, Hattori Kyotta, un jeune homme un peu perturbé de 24 ans, attaquait les passagers d'un train de la ligne Keio avant d'essayer d'y mettre le feu, faisant 17 blessés avant d'être arrêté par la police. Après 3 semaines de garde à vue et une mise en examen pour tentative de meurtre et incendie volontaire, on en sait un peu plus sur ce qui s'est réellement passé le jour de l'attaque et sur les motivations de l'assaillant. D'abord, l'arme utilisée qui, cette fois, n'avait rien d'un couteau de cuisine puisque le suspect s'était procuré un couteau de chasse à la lame de 30 cm pour être sûr, dit-il, que la lame ne casse pas. L'essence utilisée ensuite qui était de l'essence à briquet dont il s'était procuré 4 litres le jour de l'attaque, essence qu'il avait répartie dans des bouteilles en plastique vides et dont il n'a pu en utiliser qu'une seule. À la question du pourquoi ne pas les avoir toutes utilisées, Hattori répond qu'il a été gêné par l'épaisse fumée que dégageait l'incendie qu'il venait de déclencher et qu'il avait dû quitter le wagon avant de jeter les autres bouteilles. A rappeler que l'essence avait été vidée sur une banquette et plusieurs passagers, heureusement juste légèrement blessés, avant que le suspect n'y mette le feu. Quant à ses motivations, elles restent les mêmes que lors de ses premières déclarations à la police. Il voulait tuer un maximum de personnes avec son couteau pour créer la terreur et battre les records de célèbres tueurs de masse, puis, avec l'incendie qu'il voulait déclencher, créer un véritable enfer de flammes dans le train et tuer encore plus de personnes. Comme il se plaît à le rappeler, il espérait de nombreuses victimes pour pouvoir être condamné à mort et passer à la postérité. À propos des victimes justement, l'homme de 72 ans qui était dans le coma après avoir été poignardé par Hattori vient de reprendre conscience et semble tiré d'affaire après plusieurs interventions chirurgicales. La police attend que son état soit plus stable avant de l'interroger sur le déroulé de l'attaque, le vieil homme ayant été le premier à être visé par le forcené. Cette nouvelle attaque avait fortement choqué le pays et l'opinion publique avait condamné cet incident dans sa grande majorité. Mais un épiphénomène avait toutefois attiré l'attention des autorités après que des messages de soutien et d'admiration adressés à Hattori aient vu le jour sur nombre de forums et dans les commentaires des journaux en ligne, certains affirmant même vouloir finir le travail. D'ailleurs, quelques jours après l'attaque de la ligne Keio, un nouvel incident a éclaté le lundi 8 novembre dans le train à grande vitesse Shinkansen qui effectue la liaison entre Hiroshima et Kagoshima. Ce jour-là, un homme de 69 ans, Miyake Kiyoshi, domicilié à Fukuoka, a voulu imiter le jeune assaillant qu'il nomme comme beaucoup le Joker d'Halloween et a bien failli lui aussi être à l'origine d'un drame terrible. Vers 8h40 du matin, quelques kilomètres avant d'entrer en gare de Kumamoto, l'homme avait versé le contenu d'une bouteille d'essence à briquet sur le sol et montant d'un siège avant d'y mettre le feu grâce à son briquet et un bout de papier journal. Aussitôt, une épaisse fumée s'était répandue dans le wagon numéro 3, créant la panique mais déclenchant aussi l'alarme anti-incendie et le signal de détresse. Les 30 passagers du wagon enfumé ont été déplacés vers les voitures voisines par le personnel avant que le train ne soit arrêté en gare. Le suspect a été immédiatement arrêté par la police et placé en garde à vue. Sa première déclaration a exprimé son désir de suivre l'exemple de Hattori, le Joker, par qui il dit avoir été inspiré en voyant les images d'actualité et en lisant les messages de soutien. Pour l'heure, ses motivations ne semblent pas très claires et l'individu, qui semble souffrir de troubles psychiatriques, est entendu par un psy nommé par le procureur en charge du dossier. Malheureusement, suite à cette nouvelle attaque, la vague de soutien à ce genre d'action n'a pas tari sur les réseaux sociaux et la police craint que de nouvelles attaques ne voient le jour. La sécurité a été renforcée dans les gares et les trains et la vente d'essence à briquet fortement surveillée. Cette attaque ne fut pas sans rappeler celle de 2015 où un forcené avait tué une personne et blessé 26 autres, dont 2 gravement, en s'immolant dans le Shinkansen pour ne pas mourir tout seul. Affaire que j'espère classée, mais...
Le 3 novembre 2021, vers 22h15, la police de Kagoshima, au sud de l'île de Kyushu, recevait un appel de détresse provenant d'un homme qui affirmait avoir tué ses parents. Arrivé sur place, la patrouille trouva un homme d'une quarantaine d'années avec un jerrycan d'essence à la main et qui, tout en criant à la ronde, en versait le contenu sur la façade. Il fallut de longues minutes de négociation avec l'individu qui brandissait une boîte d'allumettes pour que les policiers l'appréhendent et sécurisent le lieu. Conformément aux indications données par le forcené, ils découvrirent le corps sans vie d'un homme de 65 ans gisant dans le salon et mortellement blessé par une arme blanche au cou et à l'abdomen. Les secours déjà sur place confirmèrent son décès. La mère de 64 ans sera, elle, découverte quelques minutes plus tard, elle aussi mortellement poignardée. Placé en garde à vue, le quadragénaire sans emploi reste mutique quant aux motivations de son geste. D'après les premières investigations, l'homme vivait au crochet de ses parents et avait des problèmes de jeu et d'alcool, ce qui expliquerait les récentes disputes avec eux. Des voisins ont fini par témoigner et rapportent de violentes disputes parents-fils jusque tard dans la nuit, souvent agrémentées de menaces. D'après certains amis du fils meurtrier, il aurait contracté des dettes de jeu au-delà de ce qu'il pouvait rembourser, même enseignant ses parents à Blanc, et ce, auprès d'individus peu recommandables. Pour l'heure, le suspect est entendu par les enquêteurs et par un expert psychiatre et mis en examen pour meurtre aggravé. Il risque la prison à perpétuité. Affaire à suivre. Je vous en parlais dans la 41e édition de Petit Satsujin. Ces dernières semaines se tenait à Yokohama le procès de l'ex-infirmière Kuboki Ayumi, 34 ans, accusée d'avoir, en 2016, tué 3 patients de l'hôpital dans lequel elle travaillait. Le 9 novembre dernier, la sentence est tombée et la meurtrière en série a été condamnée à la prison à perpétuité. Le juge Karei Kazunori a motivé son verdict par les remords tardifs, certes, mais visiblement sincères que l'accusé avait exprimés, et par son état de santé mentale, préférant donc une peine de réclusion perpétuelle à la peine capitale demandée par le procureur, les familles des victimes et l'accusée elle-même. D'après ses déclarations, son geste aurait été motivé par un état émotionnel peu compatible avec ce travail et le contact avec les patients et leurs familles. Elle aurait essuyé des remarques désobligeantes à répétition et son père a même certifié qu'elle parlait depuis des semaines de quitter son travail. Certains témoignages de collègues attestent de ces remarques blessantes de patients concernant son surpoids ou son caractère introverti qui aurait pu justifier une démission, mais en aucun cas un triple assassinat. Quant aux familles des victimes, ce verdict a du mal à passer. La fille de Madame Nishikawa Sozo, 88 ans, une des victimes de Kuboki, a crié au juge à l'énoncé du verdict qu'elle ne pouvait accepter une telle décision et que Kuboki devait mourir. Que lui laisser la vie sauve, c'était tuer sa mère une deuxième fois. Elle avait refusé les excuses de la mise en examen lors des audiences et avait entraîné les autres familles à suivre son opinion sur la chose. La défense ne souhaitant pas faire appel, cette condamnation est donc ferme et définitive et ce, malgré les demandes de la partie civile et la médiatisation que la famille souhaite autour d'un mouvement populaire et vengeur. Ce mouvement d'opinion n'est pas étonnant si l'on considère la persistance de la population à s'exprimer favorablement sur la peine capitale, connaissant même un fort regain d'intérêt ces dernières années. Nous en reparlerons d'ailleurs dans une vidéo dédiée. Affaire classée. Depuis 3 ans, un mystérieux individu causait bien du tracas à la police préfectorale d'Osaka. Signalé par plusieurs jeunes femmes pour son comportement suspect dans un premier temps, il avait été reporté par ses dernières victimes qu'il se rendait coupable d'attouchements forcés sur les dernières personnes qu'il avait agressées. Petite explication. En 2019 et 2020, un jeune homme d'une vingtaine d'années sans signe distinctif abordait 2 jeunes femmes souvent célibataires dans des quartiers résidentiels d'Osaka, prétextant que son téléphone n'avait plus de batterie et que sa famille devait s'inquiéter. Il leur demandait de bien vouloir le laisser brancher son portable quelques minutes dans leur entrée, se montrant très poli, persuasif et même touchant, puis, une fois dans la maison ou l'appartement de ces femmes, leur faisait des propositions graveleuses sans détour. Plusieurs signalements furent donnés à la police. Puis les propositions devinrent des baisers volés, puis des mains baladeuses avant de tourner au viol pur et dur. Le 5 novembre dernier, la police a fini par mettre la main sur Ogawa Tomohiro, 27 ans, après le viol d'une femme de 24 ans à son domicile.
Prétextant une fois de plus un téléphone déchargé, il avait joué sur la corde sensible de la famille qui s'inquiète et avait pu convaincre la jeune femme de venir charger son téléphone chez elle. Lorsque celle-ci l'a pris pour le brancher, elle a constaté que la batterie affichait 90% de charge et en a fait la remarque à Okawa qui s'est alors jeté sur elle et l'a traînée de force sur le canapé de son salon avant de l'agresser. Le suspect a avoué sans rechigner et parlé de plus de 1500 femmes qu'il aurait abordées dans la rue et d'une vingtaine d'agressions. La police essaie de remonter le fil de ces agressions pour tenter d'identifier les victimes qui, dans leur immense majorité, n'a ni porté plainte ni même signalé l'agression comme c'est trop souvent le cas au Japon. Il a été mis en examen pour viol et tentative de viol et risque 12 ans de prison. Affaire à suivre. Depuis 2014, la police préfectorale de Kyoto met à disposition du public une application signalant les routes les plus accidentogènes de la région, permettant ainsi aux conducteurs avertis et conscients d'adapter leur conduite au lieu et de réduire des accidents de manière significative dans la préfecture. Eh bien, cette application vient de connaître une mise à jour des plus intéressantes et pratiques, puisqu'elle signale maintenant les lieux dans lesquels des crimes et délits ont été commis, ainsi que les résidences des pédocriminels condamnés ou surveillés par les autorités. Dans ma vidéo sur l'affaire Kobayashi Kaoru, je vous parlais de la loi Megan aux États-Unis et de sa possible adaptation japonaise. Même si nous n'y sommes pas encore, cette initiative locale marque un point très intéressant et une véritable avancée dans la lutte contre la pédocriminalité. Pour ce qui est de la signalisation des crimes et délits de droit commun, leur signalisation géographique et l'attention particulière du public sur ces endroits semble porter ses fruits, puisque la région couverte par cette carte connaît un recul de 14% des vols et agressions. Ce chiffre est à mettre en parallèle avec la forte augmentation du matériel de vidéoprotection privée et publique dans les endroits touchés par cette délinquance. La surveillance citoyenne des pédocriminels semble faire l'unanimité dans tout le pays et cette initiative de la police préfectorale de Kyoto va bientôt faire des petits, puisque Fukuoka et Saitama vont lui emboîter le pas au début de l'année 2022. Affaire à suivre. Le Japon est le pays du monde à la plus longue espérance de vie, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Alors certes, on ne s'y marie plus beaucoup, mais ceux qui le font le sont pour longtemps. Très longtemps. L'ordre naturel des statistiques voudrait qu'il y ait plus de veuves que de veufs, mais il arrive que des marathoniens de la vie coiffent des marathoniennes au poteau d'une courte tête. C'est le cas de M. Ito Katsuo, 83 ans, un paisible retraité de Kyoto qui, en 2020, a perdu sa chère épouse Fumie, emportée par un Covid foudroyant à 81 ans. Confit dans le chagrin pendant quelques mois, notre octogénaire, toujours vert, avait rebondi en se disant que c'était peut-être un signe du destin qui le poussait à refaire sa vie. Après tout, Fumie et lui avaient cessé toute activité charnelle depuis des années et à la demande de sa chère disparue, mais lui, Katsuo, le vétéran, levait toujours haut les couleurs et n'entendait pas rendre les armes de sitôt. Mais les femmes de son âge étaient tellement assommantes et si peu attirantes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, et puis cela fait plus de 60 ans qu'il n'avait pas séduit une femme. Oh, après tout, la drague c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et justement, il y avait une femme qui hantait ses jours et ses nuits depuis quelque temps, une jeune femme de 28 ans, radieuse et souriante, qui avait toujours un mot gentil pour lui et le complimentait sur son élégance et sa forme physique. Pour lui, il n'y avait pas de doute, c'était un signe, il lui plaisait et, qui sait, se consumait de désir pour lui. La jeune patronne de restaurant n'avait que peu de loisirs, c'était du moins ce qu'elle lui disait lorsqu'il l'invitait à sortir, alors, qu'à cela ne tienne, il irait manger dans son établissement 2 fois par jour et ferait de ses repas de véritables rendez-vous amoureux. Alors oui, midi et soir, un gros bouquet de fleurs à la main et vêtu de son plus beau costume croisé, Katsuo rendait visite à sa belle, buvant chaque compliment sur ses fleurs ou son complet veston comme le plus doux des nectars. Ses sourires et ses mimiques amusées au moindre bon mot du sémillant ancêtre lui faisaient entrevoir un morceau de paradis, sûr qu'il était que la belle se consumait d'amour pour lui. Mais voilà les semaines passant, la douce restauratrice raréfiait ses sourires et notre Don Juan chenu s'en trouva fort mari. N'ayant plus de temps pour lui parler, trop occupé à son service, il décida de l'appeler un peu le matin pour la complimenter sur la jolie robe qu'il lui avait vue porter en allant au travail, un peu le soir pour lui déclarer sa flamme.
Bien sûr, il continuait de manger dans son estaminet chaque jour et lui portait des fleurs, des douceurs et toutes sortes de cadeaux. Après tout, il avait fallu en faire des pirouettes pour séduire Fumié, des mois à la courtiser et des tombereaux de fleurs avant qu'elle ne dise oui. Mais les temps ont changé et le 9 novembre, alors qu'il attendait celle pour qui son cœur se consumait, l'ayant invité chez lui pour le thé, ce fut la police qui vint le cueillir comme les roses fanées qui encombraient le compost de la belle cuisinière. Ito fut placé en garde à vue après qu'une plainte pour harcèlement à son encontre n'ait été déposée par la jeune femme qui avait reçu, jour et nuit, 9000 appels téléphoniques, 6000 SMS, plus de 200 bouquets de fleurs et une centaine de lettres enflammées. Une mesure d'éloignement a été prononcée et le juge fixera une indemnité de dommages et intérêts dans les semaines à venir. Peu impressionné par cette mesure et le cœur brisé, l'ancêtre Fleur Bleue se meurt maintenant d'amour pour une belle caissière de supermarché qui, à n'en pas douter, lui fait les yeux doux. Moralité, pas trop quand même. Eh bien voilà encore une petite news rigolote et mignonne. Ah mais attends, là les gens vont croire que je prends parti pour un harceleur. Ah oui mais non, enfin... Non, c'est pas... c'est compliqué. Ah, et ma femme qui s'est barrée, à qui je vais demander conseil, moi. Chérie. Ah bah non, elle est plus là. Le coup de pouce du jour sera pour l'excellente radio libre de Zioclo que vous connaissez peut-être déjà car il a eu la gentillesse de m'y inviter il y a quelques jours. Une véritable chaîne de débat et un espace de discussion libre et bienveillant où toutes et tous peuvent s'exprimer et confronter leurs opinions, mais aussi une gazette où l'on cause des dernières nouvelles de YouTube et de ceux qui le font. Zioclo est un garçon à la bonne humeur et à la liberté de ton communicative qui sait toujours mettre ses invités à l'aise et tirer le meilleur d'eux-mêmes, que l'on soit d'accord avec eux ou pas. Sa chaîne compte actuellement 5650 abonnés à peu près, et c'est bien peu par rapport au travail fourni et au grand souffle qu'il donne à YouTube. Alors je compte sur vous pour faire grossir son compteur et suivre ses contenus, vous y trouverez forcément votre compte. Voilà, cette 42e édition de Petit Satsujin est presque finie. Je vais enfiler mon costard de VRP et faire grincer les molaires des pasteurs en vous rappelant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, car s'il est une chose établie, c'est qu'on est bien plus heureux abonné que non abonné, surtout si l'on n'a pas oublié d'activer la cloche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mère Teresa. Comment ça, elle est morte ? Si vous voulez et pouvez soutenir la chaîne, Tipeee et Utip sont là pour vous, et un grand merci à ceux qui le font depuis le début. Comme je ne suis qu'un marchand du temple sans contenu créatif, pour paraphraser un commentateur bienveillant, vous pouvez aller faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, le CD Satsujin OST, pas mal de goodies ainsi que mes illustrations originales et, c'est nouveau, des prints sérigraphiés, numérotés et signés dont le premier est en précommande actuellement. Ah oui, je veux carrément me faire payer pour mon travail, j'ai vraiment pas de race. Pour enfoncer le clou, vous trouverez t-shirts et vêtements aux couleurs de la chaîne sur ma boutique Spreadshirt et promis, j'arrête là. N'oubliez pas de rejoindre le Discord et retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. J'y poste régulièrement des news sur la chaîne et des photos de boîtes à chapeau. Allez, je vous laisse, je vais me faire un petit casse-croûte, je faiblis. Si j'ai pas mes 5000 calories, je suis une loque. Matane.